Vous êtes mon 20%. Il y a quelques semaines, lors de la réunion parents-prof qui a eu lieu à la rentrée au lycée, il a été évoqué le sujet des Parcoursup. C'est un sujet qui a généré beaucoup d'inquiétudes, il y a eu beaucoup de discussions, et le proviseur a tenu à rassurer tout le monde par le fait que 80% des élèves savent déjà ce qu'ils veulent faire. Moi, tout ce qui m'est resté à l'esprit, c'est qu'il y avait 20% d'élèves qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et en plus, je n'ai pas entendu des mots rassurants pour eux. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis dit que je pourrais donner mon expérience et peut-être quelques conseils pour les accompagner dans ce parcours. Alors, je suis informaticien. C'est ce que j'ai dit à ma mère lorsqu'elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme métier. C'est très simple de dire je suis informaticien plutôt que de passer des heures à expliquer ce qu'on fait comme métier. Et le problème, c'est qu'après, quand on va voir ses parents, il y a tous les voisins qui ont un problème de PC, une panne de PC, et qui viennent vous demander des lettres. Donc, c'est pas une très bonne idée. J'ai un fils qui est au lycée, il a un terminal. J'ai donné un smartphone à mon fils le jour où il y avait plus personne d'autre dans la classe qui n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il a été le dernier. Et comme je suis un père exemplaire et que je sais de faire les choses bien, je lui ai mis un contrôle parental. Le soir, il est rentré avec son téléphone, mais sans le contrôle parental. Il avait enlevé. Donc je me suis dit que je m'étais mal pris et j'ai pris un contrôle parental un peu meilleur, payant, quelque chose de robuste. Et le lendemain, il est rentré sans le contrôle parental. Et je me suis rendu compte que moi, même un très bon informaticien, je devais faire face à une armée de petits hackers qui ne dépassaient pas le mètre 10 et contre lesquels on ne peut pas se battre. Parce que les enfants, lorsqu'ils ont une bonne motivation, ils ont une infinité de ressources. Donc, j'ai arrêté de dire que je suis informaticien et j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que je faisais comme métier. Alors, je suis Head of Solution Delivery, Network Management et Orchestration chez Ericsson. Chez Ericsson, c'est un équipementier télécom. Vous le connaissez plus par les téléphones et les smartphones qui ont été commercialisés pendant les années 90 et les années 2000. Mais Ericsson est surtout aujourd'hui un leader mondial en équipement télécom. Alors, pour savoir qu'est-ce que je fais exactement, il suffit de décoder le titre de mon poste. Et Aide, ça signifie que je suis à la tête d'une équipe. Je suis à la tête d'une équipe Solution Delivery. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? Lorsque vous voulez faire une pâte à crêpes, vous avez besoin de deux choses comme outil. Vous avez besoin d'un bol et d'un fouet. Et lorsque vous les mettez ensemble, vous avez de quoi faire une pâte à crêpes. Eh bien, chez nous, le bol ou le fouet, ce sont des produits. Et lorsqu'on met le bol et le fouet ensemble, ça fait une solution. Donc, en réalité, nous livrons aux opérateurs d'ensemble de produits qui répondent à un besoin particulier. Après, Network Management et Orchestration, je vais utiliser un autre exemple pour ça. Imaginez une voiture. Vous en avez tous une, donc c'est très simple. Et la voiture, elle a un tableau de bord. Il y a plein d'indicateurs dans les tableaux. Les plus importants, c'est la vitesse, la jauge à essence, certainement. Mais vous avez aussi un indicateur qui montre que les phares sont allumés ou éteints, la température de l'eau, et puis s'il y a une panne, il y a un indicateur qui va s'allumer. Chez un opérateur télécom, le tableau de bord, c'est ça. C'est le Network Management et Orchestration. Donc, je suis à la tête d'une équipe qui livre aux opérateurs des tableaux de bord. C'est quand même pas très compliqué, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par dire que j'étais un informaticien. Alors, quand j'avais votre âge, je n'ai pas dit à ma mère, Maman, je vais devenir Head of Solution Delivery, Network Management Orchestration. Je ne lui ai pas dit ça. En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire.
Une étude américaine montre que 65% des élèves qui sont aujourd'hui à l'école feront un métier qui n'existe pas encore. Alors, c'est quand même à se questionner. Lorsque les enfants savent ce qu'ils veulent, le 80% d'enfants qui savent ce qu'ils veulent faire, ils sont dans l'erreur. Parce qu'en réalité, ils vont faire quelque chose qui n'existe pas encore. On est tous plein d'étiquettes. On est tous représentés par plein de choses, par ce que les autres voient de nous. Ici, j'ai mis quelques petites boîtes pour me décrire. C'est pas mon métier qui me décrit, c'est pas ma famille, c'est pas mes goûts, c'est pas une seule chose qui décrit ce que je suis. Il y a certes certaines facettes de ma personnalité qui prennent beaucoup plus de place que les autres, mais on ne met pas les gens dans des boîtes. On ne peut pas mettre les gens dans des boîtes. On ne peut pas vous mettre dans une boîte dès vos 15, 16, 17 ans. C'est impossible. Vous êtes plein de personnes en même temps et vous devez vous développer toutes ces personnes qui y a en vous. S'il y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant de ma personnalité, c'est le fait que je me considère comme quelqu'un de curieux. Quand j'étais petit, je voulais certains jouets. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos jouets préférés, mais moi, si, je me rappelle parfaitement des deux choses. Une, c'était un jeu d'électricien, et aujourd'hui, ça ne me passionne pas vraiment l'électricité, mais à l'époque, j'aimais bien le fait de prendre une pile, des fils, des ampoules, un interrupteur, et construire quelque chose, appuyer et voir que ça fonctionne. J'ai trouvé ça très satisfaisant. Et aussi un jeu de chimiste. Un jeu de chimiste avec quelques expériences intéressantes. Donc j'étais toujours content de les reproduire telles qu'elles s'étaient expliquées dans les manuels. Et bon, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la chimie, qui se demandent même pourquoi on fait de la chimie à l'école, alors que ça ne va servir à rien. Et après, on les retrouve au bord de la piscine en train de régler le pH, l'acidité de leur piscine ou le taux de chlore. On est tous des chimistes. Quand on fait de la cuisine, on est des chimistes. Et quand on bricole, on est des électriciens. On fait beaucoup de choses. Il y a une troisième chose qui me plaisait énormément, c'était faire pousser des trucs. Je prenais des lentilles ou des pois chiches à ma mère, je les mettais dans du coton et ça faisait des plantes. Et j'adorais ça. J'ai trouvé ça magnifique. Peut-être j'ai considéré que j'ai donné la vie. Mais bon, ce sont des jeux qui m'ont marqué. Et quand je regarde ce que je suis aujourd'hui, ou ce qui me plaît aujourd'hui, je pense qu'il y a une graine de tout ça dans les jeux que j'aimais. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est regardez vos jeux. Regardez ce qui vous plaît faire. Parce que c'est une des petites pistes que vous allez avoir pour savoir qui c'est que vous voulez devenir. L'école. Lorsque j'étais en terminale, en Espagne, on avait la chance de pouvoir passer l'équivalent du bac en juin ou en septembre. C'est-à-dire que si on le ratait en juin, on pouvait le passer en septembre. Et moi, en physique, en juin, j'ai eu 6 sur 20. C'est un grand débat, les notes. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une note ne doit pas changer la perception que vous avez sur vos compétences. Parce qu'une note, c'est quelque chose qui peut être biaisé. On peut avoir une mauvaise journée, ou on peut avoir un prof qui manque de passion pour ce qu'il fait, et quand on manque de passion, on a du mal à transmettre. On transmet beaucoup mieux quand on aime ce qu'on fait, ou tout simplement des profs qui sont un peu durs quand ils corrigent, et qu'ils corrigent bas. Donc on peut se trouver avec toute une classe qui a des notes basses, et ce n'est pas parce que les élèves manquent des talents. En tout cas, c'est très important de ne pas se baser sur la note
pour prendre une décision sur son avenir. Un peu plus tard, j'ai eu mon diplôme en physique fondamentale, une maîtrise de physique fondamentale, j'ai eu une mention bien, et tout ce que je peux dire de la période où j'ai fait ces études, c'est que je me suis vraiment éclaté. J'ai adoré faire ça. Et d'ailleurs, j'ai fait physique fondamentale pour le pur plaisir de le faire. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire après. Je n'avais pas prévu aller dans un laboratoire de recherche, être physicien. Non, 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 c'était pas du tout ça. C'était de dire, tant que je ne sais pas ce que je veux faire des choses qui me plaisent. Et je pense que c'est une des clés de mon succès, c'est d'avoir aimé ce que je faisais. Donc c'est vraiment important. Vous voyez là, c'est pas cohérent. Le prof qui m'a mis 6 sur 20 s'est trompé avec cette note. Et j'ai complètement ignoré le message qu'il a voulu me faire passer. On peut prendre en considération la note parce qu'elle représente votre niveau de compétences ou vos capacités. Mais ce n'est qu'une note. Alors, mon premier job, après avoir fini mes études, ce n'était pas dans un laboratoire de recherche, c'était dans une banque. J'ai développé des logiciels pour les banques. C'est un grand écart, mais ça ne m'a posé aucun problème. À l'époque, j'ai considéré ça juste comme une activité de développement. J'étais développeur en informatique et je m'étais retrouvé dans une équipe qui développait des logiciels pour les banques. Mais lorsqu'on développe un logiciel, il y a une partie technique, le code, et il y a une partie métier, ce qui fait le code. Et il est très difficile de réussir son boulot si on ne maîtrise pas les deux choses. Donc, sans faire exprès, je me suis retrouvé à apprendre des concepts, des termes bancaires. Je suis resté 4-5 mois, je ne me rappelle plus bien, mais très peu de temps après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher parce qu'ils avaient besoin de développer un logiciel de gestion des risques interbancaires au sein d'un broker. Donc un broker, c'est une entité qui agit comme intermédiaire dans les marchés financiers, et ce même broker développait des logiciels de risques pour les banques. Donc j'ai accepté le poste, et j'ai commencé à travailler pour ce broker. Et je me rappelle bien, dans la salle des repos, il y avait la machine à café, bien sûr, mais surtout il y avait un tableau blanc. Et tous les fois où j'allais faire une pause, il y avait un gars qui donnait des cours d'économie. Mais pas des cours d'économie de base, c'était vraiment des cours d'économie avancés, avec aussi des produits synthétiques dans les marchés financiers, des swaps, des calls, des choses comme ça, et j'ai adoré l'écouter. J'ai regardé ces bonhommes, j'ai écouté ce qu'ils disaient, je lui posais des questions, je prenais des cours d'économie. Donc j'étais un physicien qui prenait des cours d'économie. Je ne sais pas si vous aimez les jeux des dragons et donjons, où vous êtes un magicien ou un guerrier ou quelque chose comme ça, et vous rentrez dans une caverne et vous vous retrouvez avec une hache, un bouclier et puis un cours d'économie. Et dans ces jeux-là, tout le monde a tendance à tout prendre parce que de toute façon, on a une énorme valise. Et donc, j'ai pris la hache, j'ai pris le bouclier, mais j'ai pris surtout le cours d'économie. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans tout mon parcours, j'ai jamais dit de quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Ça peut toujours servir. J'ai mis dans mon sac des cours d'économie. J'ai mis dans mon sac des cours de droit, des cours d'ingénierie, des cours de toutes sortes de métiers. Et c'est la deuxième chose que je veux vous dire aujourd'hui. Ne dites jamais « ça ne m'intéresse pas ». Il y a toujours une utilité. Et je suis resté 3 ou 4 mois, je pense. Mon parcours il a été un peu chaotique au départ. Je suis parti dans une autre entreprise parce que je n'aimais pas mon manager. Hein, c'était
quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et elle me parlait mal, ou je ne sais pas, elle m'infantilisait. Je ne me rappelle pas exactement des détails aujourd'hui, mais je suis parti parce que je ne l'aimais pas. C'était ma raison principale. Et, donc, je suis resté dans l'autre boîte 3 mois. 3 mois jusqu'à ce que le manager de ma manager vienne me chercher. Il est venu me chercher et il m'a dit je te propose quelque chose. Tu reviens, tu continues à supporter cette personne, mais tu fais ton job et je te paye le double. Et bon, ben, je ne me suis pas posé la question, je suis juste revenu et j'ai accepté cette offre, j'ai pris l'argent et je baissais la tête et je fais mon job avec ce manager. Et je vais revenir après sur nos motivations, mais on voit bien que là, l'argent a pris les dessus sur d'autres choses, hein, sur mon amour propre. Et c'est bien de savoir avaler son amour propre, parce que pendant toute votre vie, pendant tout votre parcours, vous serez amené souvent à le faire, et des fois ça paye bien d'avaler son amour propre. Bon, j'ai continué, j'ai fait d'autres entreprises derrière, j'ai créé ma start-up, ça a été un échec, ça a duré 6 mois, j'ai arrêté, donc, mais j'ai essayé. Et j'ai essayé et j'ai échoué. Et j'ai appris de mon échec, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, et j'avais pas bien calculé mon coût. Donc, depuis, j'essaie de calculer au mieux mes coûts. Et donc j'ai été consultant chez Wanadoo en Espagne, où j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait sa start-up. Donc on est resté 6 mois ensemble, pendant lesquels j'ai travaillé dans les e-commerce, j'ai travaillé pour la logistique, j'ai aidé à créer une centrale des tri, une des premières d'Europe. Donc la banque, les marchés financiers, les logiciels d'entreprise, les e-commerce, la logistique, pour un physicien c'est quand même pas mal. Et à chaque fois, j'ai trouvé un intérêt au côté métier de ce que je faisais. C'était toujours intéressant pour moi. Je ne sais pas si c'était intéressant ou si j'ai rendu les choses intéressantes à mes yeux, hein, si j'ai essayé de me convaincre que c'était sympa. Mais aujourd'hui, avec le recul, je le raconte toujours. Je n'hésite pas à le raconter parce que je trouve que c'était une bonne chose. Et quelques temps après, j'ai croisé quelqu'un d'autre. À chaque fois, j'ai eu des rencontres qui ont beaucoup marqué mon parcours. Et cette autre personne, elle m'a proposé de venir en France. Elle m'a proposé de venir en France pour travailler comme ingénieur. Je pense que c'est la première fois que j'ai pris ces titres pour lesquels je n'ai pas un diplôme. Et donc, j'ai travaillé comme ingénieur dans les télécoms. Hein? Donc, on était 8 au départ, et en 2003, et puis une dizaine d'années après, on était une trentaine, 35 je pense. Et moi je faisais beaucoup de choses. Hein. Une petite boîte, on travaille, on fait du développement, on fait du commercial, on prend des décisions. Je faisais partie, à la fin, je faisais partie de la direction de l'entreprise. Et il s'est passé quelque chose qui a bouleversé mon parcours, ma carrière. C'est que notre petite boîte, qui s'appelait Tridge Group, une boîte de 35 personnes, a été achetée par Ericsson, qui était une boîte à l'époque de 120 000 personnes. Donc, waouh, c'est pas moi qui ai décidé ça. Et cette personne dans ma boîte qui a décidé ça, on a été surpris par la nouvelle. C'était les dirigeants de notre start-up qui ont décidé de faire ça. Et, on a eu quand même beaucoup de compliments sur ce qu'on avait réussi à créer durant les 10 dernières années. Et ces compliments, cette reconnaissance, on l'a vu refléter dans les articles de presse
qui sont apparus au moment où Alexandre a acheté Tridge. Mais ce qui est important là, c'est le fait qu'il nous est arrivé quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Jusqu'à là, c'était moi toujours qui prenais la décision où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais. Et là, c'est tombé sur moi, c'est tombé sur nous. Je peux vous dire, il y a 3/4 des personnes qui étaient dans Tridge qui ont quitté Ericsson presque tout de suite. C'était pas fait pour eux. C'était trop grand, c'était trop. Et donc le reste, on s'est un peu perdu dans les différents domaines, dans les différents départements. Et moi, je suis atterri quelque part. Et depuis cet endroit où j'ai atterri, j'ai commencé à visiter la boîte. J'ai commencé à explorer cette énorme organisation. Il y avait beaucoup de départements, il y avait la hiérarchie, il y avait la politique, il y avait les process, plein de choses. Et j'ai pris ça comme une opportunité. Hein? Des fois, on peut prendre ça comme un danger. J'ai pris ça comme une opportunité. Je me suis dit, c'est une grande chance pour moi, je fonce. Et donc j'ai foncé, je ne me suis pas posé des questions, je n'ai pas fait beaucoup de politesse, je voulais faire quelque chose, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que vous me laissez faire ça? Je l'ai fait, ça s'est bien passé. La fois d'après, quand j'ai demandé à faire autre chose, bah, on m'a laissé faire. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai fini par faire énormément de choses, rencontrer beaucoup de gens. Et donc, bah, je me suis construit comme ça. Je me suis construit dans le sens où chaque nouvelle expérience que j'avais m'alimentait, me nourrissait, me faisait grandir. Et j'ai eu encore des échecs. Hein. J'en ai eu plein. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je veux en parler. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dont on doit parler aujourd'hui. C'est comment nous réagissons face aux échecs. On ne peut pas apprendre si on ne se trompe pas. Ça paraît facile à comprendre et à dire, mais c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est que si on a un parcours où tout se passe bien, nous passons à côté de nos faiblesses, nous passons à côté des mauvaises décisions, nous passons à côté des erreurs de calcul, nous passons à côté de tout ça, nous arrivons jusqu'au bout, mais nous manquons d'expérience, nous manquons des discernements. Échouer, c'est apprendre. On échoue quand on cherche la limite, on échoue, on fait des erreurs et on apprend. Donc, je veux que vous sachiez qu'une mauvaise note, c'est pas je vais passer une mauvaise journée parce que mes parents vont faire la gueule, parce qu'ils vont pas apprécier, ou même moi ça m'affecte parce que je trouve que c'était injuste. Non, une mauvaise note, je rentre chez moi et je me demande qu'est-ce que j'ai mal fait. Est-ce que j'ai travaillé assez? Est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode? Parce qu'on peut travailler des heures et des heures, avec la mauvaise méthode, on ne réussit pas. Est-ce que j'aurais dû demander de l'aide? Et je ne l'ai pas fait. Donc, on arrive avec une mauvaise note à la maison et on regarde pourquoi on a eu une mauvaise note. On oublie la note et on cherche à savoir pourquoi on a eu une mauvaise note. Ça, c'est vraiment important. J'essaie que vous ne voyez pas les choses comme ça. Dans une mauvaise note, on voit une injustice, on voit un prof qui note mal, on voit plein de choses. Mais je vous jure, vous pouvez faire toujours mieux. Même si ça aurait été juste un peu mieux. Mais cherchez en quoi vous avez échoué et apprenez de vos erreurs. Je voulais revenir sur le fait que lorsque j'étais dans le broker et que je suis revenu pour gagner le double. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas très très fier de ça, mais je le raconte comme si j'étais fier parce que ça doit vous marquer. Ça doit vous marquer parce que ça veut dire que nous avons tout un prix. C'est pas juste un prix en argent, hein. Nous avons tous quelque chose à donner en échange de ce qu'on attend de nous. C'est un peu brouillon peut-être, mais bon,
peu importe, vous allez le voir autrement. J'ai fait il y a quelque temps, lors d'un séminaire, un jeu qui s'appelle le jeu des motivations. C'est un jeu où on a des cartes qui contiennent quelques icônes, mais surtout des messages: créativité, compétences, valeurs, évaluation, challenge, statut social, sens, argent. Donc ce sont des cartes qui reflètent ce qui peut nous mouvoir, ce qui nous motive. Hein. Et on nous demande de placer les cartes de gauche à droite, ce qui me motive le plus et ce qui me motive le moins. Et donc ça fait, je sais pas, on peut mettre l'argent à gauche et puis la reconnaissance des autres complètement à droite. Peu importe. Le fait que la conclusion à laquelle on est arrivé, d'une, c'est qu'on avait tous des configurations différentes. Et des deux, quand on a regardé un peu mieux, on s'est rendu compte que la configuration qu'on avait faite avait beaucoup à voir avec le moment présent. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou 10 ans, on aurait certainement mis autre chose. L'argent, par exemple, en début de sa carrière, on le met complètement à gauche. Plus tard, quand on gagne déjà un peu mieux sa vie, c'est pas la seule chose qui compte pour nous. Ça compte toujours, et on est toujours content de gagner plus ou d'avoir une augmentation et de ne pas avoir des difficultés à la fin du mois. Mais il y a des fois où ce qui nous préoccupe le plus, c'est voilà, j'aimerais un peu plus de liberté dans mon travail, ou j'aimerais pouvoir travailler plus souvent à la maison, ou même qu'on me reconnaisse publiquement, qu'on reconnaisse ce que je fais publiquement. Donc, vous avez aujourd'hui, à votre âge, vous avez une configuration. Vos priorités, elles sont d'une certaine façon. Mais ne pensez pas un seul instant que ça va rester comme ça pour toujours. Et ça vous aidera à comprendre d'autres personnes qui ne pensent pas différent de vous. C'est juste qu'ils se trouvent dans un contexte qui est différent. Aujourd'hui, moi, j'ai ma carte préférée, c'est la carte des sens. Hein. C'est la carte qui dit contribuer à quelque chose d'important. J'aime beaucoup expliquer les choses par le sens. Chez nous, des fois, on a des demandes un peu barmantes. Par exemple, il faut qu'on remplisse des tableaux, des indicateurs, et puis ça nous prend du temps, et puis ça nous énerve. Et quand je demande à quelqu'un de mon équipe de faire une tâche qui l'énerve, j'essaye d'abord de lui expliquer quel est le sens de ce qu'il va faire. Pourquoi j'ai besoin de ça, pourquoi c'est important pour moi. Et lorsqu'il va faire cette tâche, il va avoir à l'esprit à quoi ça sert. Ça paraît tout bête, hein, mais des fois, c'est pas évident à quoi servent les choses. Et des fois, on n'a pas toute l'information et on ne comprend pas. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être au début de ma carrière, la carte sens, elle n'existait pas, ou je ne sais pas où elle était. Et j'étais plutôt concentré sur l'argent et puis sur l'intérêt technique de ce que je faisais. Enfin, je voulais faire toujours un truc intéressant. Mais bon, aujourd'hui, c'est ma carte préférée. Et ce serait bien que vous regardiez un peu en vous qu'est-ce qui est important. Parce que vous allez prendre une décision, vous allez faire des choix, et ces choix-là, ils vont être peut-être à l'encontre de ce qui est réellement important pour vous. Vous ne le savez pas, mais vous avez des super pouvoirs. On met beaucoup l'accent aujourd'hui sur ce sujet en entreprise. Les super pouvoirs, c'est les choses qu'un ordinateur ou qu'une intelligence artificielle ou qu'un robot ne peuvent pas avoir. L'empathie ou le goût pour le changement ou la curiosité. Il y a beaucoup de choses en vous qui comptent beaucoup
qui compte beaucoup. Aujourd'hui, quand je recrute un ingénieur qui va finir bientôt ses études, je recrute souvent des stagiaires. Et en fait, je ne lui dis pas parce que ça peut être très frustrant, mais la plupart des choses qu'il a apprises ne servent à rien. Elles vont être faites par quelqu'un à l'autre bout du monde. Et ce qui vaut chez un jeune que je vais recruter, c'est le fait qu'il a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose, et non la chose en elle-même. Et ce qui compte pour moi, c'est le j'apprends vite, et le je m'adapte, le ça m'intéresse, et pas chaque matière qu'il a fait, ou même des fois la note qu'il a eue, ça ne m'intéresse pas. Et lorsque j'ai fait passer des entretiens, le CV en lui-même, il compte quand même, parce qu'il me sert à écouter le parcours ou à écouter l'histoire de cette personne. Mais ce qui compte surtout pour moi, c'est ses super pouvoirs. Je dois déceler les talents de cette personne par quelque chose qui n'apparaît pas dans son CV et qui n'apparaît pas dans son bulletin de notes. Donc réfléchissez bien à ça. Je ne sais pas si dans le monde de l'entreprise, beaucoup de managers font comme ça. Aujourd'hui, c'est mieux de recruter quelqu'un qui a fait un parcours lambda, mais qui montre une énorme capacité d'adaptation, parce que je vais lui donner de nouvelles connaissances, que quelqu'un qui a fait la meilleure école de France, il a payé beaucoup d'argent, et puis il a beaucoup souffert, et il a son histoire. Mais après, nous on dit so what, qu'est-ce que tu as fait, voilà, tu viens me voir et tu me dis tout ce qui compte c'est mon diplôme. Non, tout ce qui compte ce sont les super pouvoirs. Avoir le diplôme, si tu l'as eu, c'est parce que tu en as des super pouvoirs, mais ça ne suffit pas. Donc attention aux choix que vous faites. Et je vais vous parler aussi de la réussite. Je suis le père d'une fille qui a 22 ans et qui est autiste. Un enfant autiste, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de différent. Un enfant autiste, c'est un problème à résoudre. Et pas le côté négatif du problème. Hein. C'est comme quand on achète des mots croisés ou des mots fléchés, ce sont des problèmes qu'on cherche et qu'on prend du plaisir à résoudre. Donc Célia, quand elle avait 5 ans, elle ne parlait pas. Et nous, on était démolis, on était désœuvrés. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne parle pas? Vous savez, quand nous, on a eu un enfant, on s'est dit, voilà, on va avoir l'enfant, on va l'éduquer, il va grandir, il ira au collège, au lycée, après il ira à l'université, il fera un doctorat peut-être, elle se mariera, elle aura des enfants, et puis soudain, on se rend compte que tout ça, ça tombe à l'eau. Tout ça, ça tombe à l'eau, et ça nous demande énormément d'efforts, alors que nous savons que le résultat, il sera médiocre. Et attention, médiocre par rapport aux autres, à la normalité. Mais Célia, à 8 ans, on nous a dit, les psychiatres nous ont dit, voilà, vous faites entrer sur les études, tout ça, vous oubliez, hein, et ça c'est la vie des autres. Votre vie à vous, ça va être tirer Célia vers le haut autant que possible. Et donc, Célia aujourd'hui, elle est couturière et elle a réussi. Pour nous, elle a réussi parce qu'elle revient de loin. Et elle a fait des masques durant la Covid, elle s'est rendue utile et elle a fait des choses en plus que n'importe qui ne peut pas faire. Hein. Coudre des masques, bon, il y a beaucoup de monde qui en a fait, il y avait des tutos sur YouTube, mais pour Célia, c'était une vraie réussite. Et quand on regarde la réussite de Célia, on se pose la question sur notre réussite à nous. Qu'est-ce que c'est que la réussite en fait? Est-ce que la réussite, c'est avoir une belle voiture, une grande maison, voyager dans le monde, avoir de la reconnaissance de tout le monde? Ou la réussite, c'est d'atteindre le meilleur de soi, d'atteindre le meilleur
la meilleure version de soi-même. Donc aujourd'hui, vous voyez le sourire de Célia, elle est fière et nous, on est très fiers aussi. Et Célia nous a changé. En fait, une partie de mon caractère aujourd'hui, une partie de ce que je suis, je le suis grâce à Célia. Quand je vous dis n'ayez pas peur des épreuves ou des dangers, c'est voilà, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, on y va, on fait notre maximum et à la fin, tout ce qui compte, c'est que vous disiez j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner et je suis devenu la meilleure version de moi-même. Et je ne me compare pas avec les autres. Je ne me compare pas avec le 80% qui savent ce qu'ils vont faire. Je ne sais même pas la peine de planifier ton parcours puisque à tout moment, il peut arriver quelque chose qui va te détourner de ce parcours. Soit une grosse boîte qui achète la tienne, soit une rencontre avec quelqu'un qui va te proposer quelque chose d'inespéré, qui t'attire. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on va, alors arrêtez de vous dire que vous allez être ingénieur pendant 40 ans. Et même, ça me fait penser à autre chose qui m'énerve un peu, c'est lorsqu'il y a eu la réforme des retraites, il y avait des jeunes qui terminaient leurs études universitaires et qui manifestaient parce qu'on rajoutait 2 ans à la durée du travail. Et écoutez, quand on vous rajoute 2 heures de plus pour jouer avec votre ordinateur, vous ne râlez pas. Vous ne râlez pas parce qu'on vous rajoute 2 heures de plaisir. Je ne dis pas que le parcours professionnel sera toujours un plaisir. Mais quand on s'est dit depuis le départ que je vais souffrir pendant 40 ans ou 42 ans et que c'est ensuite que je me sentirai libéré, ça veut dire qu'on n'a pas compris à quoi sert, quel est le sens de la vie. Il faut réussir à ce que chaque matin, quand vous allez travailler, vous soyez la banane, vous soyez heureux. Donc ça commence demain, ça commence par votre parcours universitaire. Ne choisissez pas un truc parce qu'en faisant ça, vous allez obtenir autre chose. Choisissez ce qui vous plaît. Moi, j'ai adoré faire de la physique, je pense que j'aurais détesté faire de l'ingénierie. Et en fin de compte, j'ai un titre d'ingénieur dans mon travail. On va finir avec la présentation. Par une conclusion où je reprends un peu les éléments les plus importants que j'ai voulu partager avec vous. Et le premier, c'est regarder en vous, chercher vos super pouvoirs. Le deuxième, vivre votre parcours au quotidien. Vous n'êtes pas en train de préparer quelque chose. Vous pouvez avoir des objectifs, mais vous vous concentrez sur le parcours vers les objectifs. Concentrez-vous sur ça, et je vous garantis que quand vous vous amusez, c'est beaucoup plus plaisant, et en plus, vous êtes beaucoup plus performant. Prenez les échecs comme une opportunité. Chaque fois que vous avez une mauvaise note, demandez-vous pourquoi. Ne vous forcez pas à trouver une raison, mais cherchez quand même s'il y a une raison. Ne laissez personne choisir à votre place. Ni un prof qui note mal, ni les autres qui vont juger de telle ou telle école. Vous n'avez pas pris la bonne école, vous n'avez pas pris le bon diplôme. Avec les notes que vous aviez, vous pourriez faire autre chose, vous auriez pu faire mieux. Non, c'est vous et vous seul qui devez décider ce qui vous plaît et ce que vous devez faire. Et pour finir, je reviens avec cette histoire avec Célia. Vous allez tous réussir. Vous allez tous réussir et vous aurez tous une belle histoire à raconter. Si vous cherchez juste à devenir le meilleur de vous-même.